Chaque début d'année, c'est un peu la même histoire. On passe à janvier et avec arrive ce que j'appelle le vertige des chiffres. Oui, Les articles sur les rémunérations des grands patrons commencent à tomber et les montants sont tellement énormes qu'ils en deviennent abstraits, quoi. c'est ça. Des millions gagnés en quelques jours, l'équivalent de centaines de vies de travail pour un employé au SMIC. C'est un choc qui se répète chaque année, mais on ne s'y habitue jamais vraiment. C'est devenu un rendez-vous médiatique presque institutionnalisé. On l'attend, comme un marronnier de l'hiver, sauf que celui-là, il suscite beaucoup plus de passion. C'est exactement ça. Et justement, aujourd'hui, on ne va pas se contenter de lister ces chiffres, on va essayer de comprendre la mécanique derrière l'émotion. D'accord. On s'appuie sur une analyse très pointue du laboratoire d'analyse des discours contemporains, un texte tiré de leur publication La société observée sous la loupe. L'objectif, c'est vraiment de décortiquer la narration. Comment une statistique, une donnée froide, devient ce spectacle annuel si inflammable. L'angle est passionnant, parce que ça déplace le regard en fait. L'analyse montre bien qu'il ne s'agit pas seulement d'informer, mais de construire une histoire, un récit presque mythologique de l'injustice. C'est ça. On va donc explorer ensemble le comment cette histoire est fabriquée pour être si efficace et surtout ce qu'elle révèle sur les fractures de notre société. Alors, la première chose qui m'a vraiment frappée dans cette analyse, c'est une technique narrative. On l'a tous vu, mais on ne s'y arrête jamais vraiment. C'est l'utilisation du temps. Ah oui, le temps comme arme rhétorique. Exactement. Le texte cite cet exemple que tout le monde connaît. Avant même de finir son premier café, un PDG a déjà gagné ce qu'un employé gagne en une année entière. Cette phrase est d'une efficacité redoutable. Pourquoi est-ce que ça nous parle autant ? Parce que ça court-circuite notre cerveau rationnel pour toucher directement à l'émotionnel, au viscéral. Oui, Le temps, c'est la seule ressource qu'on partage tous de manière à peu près égale. Une journée, c'est 24 heures pour un ouvrier, 24 heures pour un PDG. bien sûr. En juxtaposant le temps quasi instantané de l'enrichissement du dirigeant, donc quelques minutes, au temps long et laborieux du salarié, une année complète. Une année de réveil, de transport, d'effort. Exactement. On ne compare plus des chiffres, on compare des vies. C'est tellement vrai. Si on disait juste ce PDG gagne 300 fois le salaire moyen, bon, c'est choquant, mais ça reste un ratio, un concept. C'est abstrait. C'est ça. Alors que là, on se projette. Je pense à mon année de travail et je la vois balayée en un claquement de doigts. C'est presque une humiliation symbolique, quoi. C'est précisément le terme qu'utilise l'analyste, une mise en scène théâtrale. Le temps devient un révélateur dramatique. Un révélateur ? Il rend l'inégalité concrète. La valeur du travailleur est symboliquement écrasée, réduite à des miettes. Pendant que l'employé échange son temps contre un salaire qui progresse de façon linéaire, la fortune du dirigeant, elle, semble se multiplier de manière exponentielle presque. Magique. Totalement déconnecté de l'effort humain. C'est ça, c'est cette déconnexion qui est à la source de l'indignation. Et cette déconnexion, l'analyse le montre bien, elle s'est creusée de manière vertigineuse. Le texte rappelle qu'on est passé d'un rapport de 1 à 20, 1 à 30 peut-être, dans les années 80, Oui, c'était cet ordre de grandeur. à des rapports qui peuvent atteindre 1 à 250, 1 à 300, voire plus aujourd'hui. Quand on voit cette courbe, on se dit que quelque chose a fondamentalement changé. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit qu'on a changé de paradigme. L'analyse insiste sur ce mot, l'écart est devenu abyssal. Dans les années 80, un rapport de 1 à 20 s'était élevé, mais ça pouvait encore s'expliquer par une logique de hiérarchie, de responsabilités différentes. Il y avait une sorte de continuité. Voilà. Il y avait un continuum. Aujourd'hui, un rapport de 1 à 250, ça ne décrit plus une hiérarchie. Ça décrit une sécession. Une sécession, c'est fort comme terme. Oui, c'est l'idée de deux mondes économiques qui coexistent, mais qui ne partagent plus rien. D'accord. Plus les mêmes règles, plus la même expérience de la valeur, plus le même rapport au travail. C'est ce que l'analyse appelle la société fracturée. Et si on va plus loin, on comprend que ce n'est pas qu'une question d'individus cupides. L'analyse est très claire là-dessus. Cette concentration de richesse n'est pas une anomalie. Mais alors qu'est-ce que c'est ? C'est le résultat logique d'une politique implicite. Une politique implicite. Ça veut dire que c'est un choix collectif ? En quelque sorte, oui. C'est le résultat d'un ensemble de choix fiscaux, financiers, de gouvernance d'entreprise, qui, sur des décennies, ont créé un environnement où de tels écarts sont possibles, et même encouragés. Et la conséquence, c'est cette fracture. C'est que l'expérience quotidienne du travailleur moyen, avec ses efforts, ses angoisses de fin de mois, devient structurellement invisible pour ceux qui sont tout en haut. Les deux mondes ne se voient plus.
D'accord, je vois bien cette idée de fracture, mais j'ai encore du mal à visualiser. Comment on arrive concrètement à de tels chiffres? Est-ce que c'est juste le salaire de base qui est énorme? Non, c'est bien plus complexe. Le salaire de base, c'est souvent la partie visible de l'iceberg, et parfois même pas la plus importante. D'accord. Le premier mécanisme, c'est l'explosion de la part variable. La rémunération est de plus en plus liée à des objectifs de performance à très court terme. Le cours de l'action, le bénéfice trimestriel? Exactement. Donc, si l'entreprise a une bonne année, le PDG touche un bonus colossal. Mais même là, on n'atteint pas encore les dizaines de millions. Alors qu'est-ce qui fait la différence? C'est le deuxième mécanisme. Le véritable réacteur nucléaire de ces rémunérations, c'est les instruments financiers. Les fameuses stock options. Les stock options, oui, et les attributions d'actions gratuites. C'est un outil d'une puissance inouïe. Il ne récompense pas seulement une performance passée, il lie la fortune personnelle du dirigeant à la performance future de l'action, ou du moins, celle anticipée par la bourse. Essayons de rendre ça concret. Si je suis salarié et que l'action de mon entreprise monte de 10%, bon, c'est bien, peut-être que ma prime d'intéressement sera un peu meilleure. C'est ça. Mais pour un PDG, qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Vous suivez une courbe linéaire et lente. Le PDG, lui, il a un effet de levier exponentiel. C'est-à-dire? Imaginez qu'il ait des options pour acheter 100 000 actions à 50 euros. Si l'action monte à 70 euros, sa plus-value potentielle n'est pas de 10 ou 20%, c'est 2 millions d'euros. Ah oui, d'accord. 20 euros de gain par action multiplié par 100 000. Chaque point de pourcentage de hausse en bourse se traduit en enrichissement personnel massif. C'est l'analogie du texte, hein. C'est comme si on était dans le même train, mais l'un est dans un wagon spécial qui a son propre accélérateur de particules. C'est une excellente image, c'est tout à fait ça. Et ce wagon spécial, qui le pilote? On en arrive au rôle des conseils d'administration. On pourrait penser qu'ils sont là pour modérer les choses, non? On pourrait le penser, mais l'analyse dit qu'ils alimentent la machine. Ça paraît paradoxal. Oui, un peu. Mais la logique est bien expliquée. Les conseils d'administration sont pris dans une sorte de compétition pour attirer les meilleurs talents. Pour ça, ils commandent des études qui comparent la rémunération de leur PDG à celle de ses pairs. Et j'imagine que personne ne veut être celui qui sous-paye son dirigeant. Précisément, la règle implicite, c'est qu'il faut se situer dans la médiane supérieure ou même le quartile supérieur. Et si tout le monde fait ça, Le résultat mécanique, c'est une spirale ascendante? voilà, c'est une spirale qui s'auto-alimente en vase clos et qui est souvent déconnectée de la performance réelle à long terme ou de la situation économique générale. C'est cette déconnexion qui est si frappante. Le texte parle de ce sentiment d'inadéquation qu'on ressent. D'un côté, l'économie réelle pour la majorité. Des salaires qui peinent à suivre l'inflation, la pression de l'automatisation. Tout à fait. Et de l'autre, cette stratosphère financière où les rémunérations semblent obéir à leurs propres lois. C'est ce contraste qui transforme le chiffre en symbole. C'est exactement le point de bascule. Le moment où la donnée économique brute devient ce que l'analyse appelle un symbole de l'injustice sociale. Il cristallise un sentiment. Oui, le sentiment que les règles du jeu ne sont pas les mêmes pour tout le monde, que l'ascenseur social est en panne pour beaucoup, mais que quelques-uns ont pris une fusée privée. Et dans cette transformation, quel est le rôle des médias? Est-ce qu'ils ne font que rapporter un fait ou est-ce qu'ils y participent? L'analyse suggère qu'ils sont bien plus que des messagers. Ils agissent comme des catalyseurs. C'est-à-dire? En donnant une voix aux statistiques, en utilisant ces mises en scène percutantes comme celle du café, ils prennent une frustration qui est souvent diffuse, silencieuse, Individuel. et ils la transforment en un débat public concret. Sans ce rituel médiatique annuel, l'indignation resterait éclatée. Les médias l'agrègent, lui donnent une forme, une visibilité. Il crée un moment de conscience collective. Mais est-ce que ça a un impact au-delà de l'indignation passagère? L'analyse évoque l'impact sur la cohésion sociale. C'est la question cruciale. Du point de vue du travailleur, l'analyse décrit ce moment comme celui où son effort quotidien, sa contribution réelle à la richesse, est rendu totalement invisible. Pendant qu'il se bat pour joindre les deux bouts, il voit les fortunes se construire comme si l'éthique et la solidarité sociale étaient des accessoires facultatifs. Année après année, ce sentiment d'iniquité peut éroder la confiance. La confiance dans le système. Oui, pas seulement envers les entreprises, mais envers les institutions, le système économique dans son ensemble. Ça nourrit le cynisme, l'idée que le jeu est truqué. Bon, si on essaye de rassembler les pièces du puzzle, ce qu'on comprend, c'est que ce rituel médiatique est bien plus qu'une simple info. C'est une narration puissante qui utilise le temps pour créer un choc émotionnel. Exactement. On voit aussi que cet écart abyssal n'est pas une fatalité. Il est le symptôme d'une société fracturée entretenue par des mécanismes financiers de gouvernance très spécifiques. Et enfin, on comprend le rôle central des médias.
Ce sont eux les catalyseurs qui transforment un tableau Excel en un symbole politique brûlant. Absolument. Et l'analyse se termine sur une pensée qui ouvre la discussion, elle ne la ferme pas. Ah, Elle suggère que ce rendez-vous médiatique ne fait pas qu'indigner stérilement. Il force à la réflexion. Chaque chiffre spectaculaire devient un rappel que le système laissé à lui-même tend à amplifier les inégalités. Un rappel, pour reprendre les mots du texte, qu'il sacralise la fortune au détriment du travail. la conclusion est très forte en effet. Elle nous laisse avec une interrogation. Oui, une interrogation fondamentale. L'analyse suggère que l'indignation, cette colère qui monte chaque année, pourrait se transformer en une exigence collective de justice. D'accord. La question qui reste donc en suspens et que l'on peut laisser à la réflexion de chacun, c'est la suivante. Si c'est le cas, alors, au-delà du spectacle et de la colère passagère de janvier, quelle forme concrète cette exigence de justice pourrait-elle ou devrait-elle prendre dans notre société ?